Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et le podcast YouTube sera consacré au lien entre présence non humaine, phénomènes dits paranormaux et cryptozoologie. Parce qu'on va voir que dans certains cas, ces trois types de phénomènes qui paraissent être séparés sont complètement reliés. Avant de commencer, je voulais vous rappeler, chers auditeurs, que j'organise un webinaire le samedi 22 juin 2024 en direct de 18h à 22h sur la fausse lumière et sur son impact dans notre quotidien, mais aussi dans l'intervie. Et ce webinaire qui va durer 4 heures sera aussi une occasion pour que vous posiez vos questions, parce qu'il y aura des temps de questions et de réponses. Et je vais aussi donner des informations totalement inédites. Et on essaiera notamment de distinguer entre vraie lumière et fausse lumière. Donc on étudiera la fausse lumière déjà au niveau des 5 sens, au niveau du cirque, de la politique et de la géopolitique. On étudiera ça également au niveau des entités, comment elles nous manipulent, et aussi au niveau de l'entre-deux-vie. Et on verra notamment comment les médiums, les channels sont manipulés par cette fausse lumière. Et surtout, on essaiera de voir comment on peut distinguer vraie lumière de fausse lumière. Et on abordera bien évidemment de nombreux autres thèmes. Donc, comme il y aura des questions et que vos questions sont très souvent extrêmement intéressantes et extrêmement pertinentes, le webinaire est censé durer 4 heures, mais je vous demanderai de prévoir 1 ou 2 heures de plus parce que la dernière fois, il y a eu tellement de questions intéressantes que ça a duré près de 6 heures. Donc ça, c'est une première chose. Sachez aussi qu'on organise avec l'ENA une conférence en présentiel à Paris le samedi 6 juillet de 12h à 18h sur justement l'impact de la magie noire au niveau du cirque et au niveau du quotidien. Et c'est une conférence en présentiel qui est malheureusement d'actualité parce que malheureusement, il y a plus de magie noire que jamais et on verra comment ça nous affecte à grande échelle, mais aussi à l'échelle individuelle. Donc, pour participer à cette conférence, je mettrai en dessous de ce podcast un lien qui mène vers le programme de la conférence. Dans ce lien, vous aurez notre adresse mail et vous pourrez vous inscrire à notre conférence en nous envoyant un mail tout simplement. Et n'hésitez pas à le faire parce que c'est une conférence qui est vraiment à un tout petit prix. Alors, vous pouvez également nous envoyer un mail si vous avez vécu des expériences paranormales, des expériences d'abduction, des expériences avec des entités non humaines, des fantômes, des cryptides. Donc, si vous avez vécu des expériences de ce genre, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est vraiment très important pour notre recherche parce que c'est par les témoignages que la recherche peut avancer. Alors, on mettra aussi un lien en dessous de ce podcast vers notre chaîne Odyssée et vers notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Donc, il faudra faire un copier-coller pour aller sur notre site parce qu'il y a une incompatibilité entre Google et WordPress et YouTube. Comme vous le savez, c'est Google, donc il faudra faire un copier-coller. Alors, sachez que sur notre site internet, il y a plusieurs centaines de podcasts dans la partie commune et plus de 150 podcasts dans la partie abonnés, des podcasts totalement inédits. Donc, si notre travail vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre site. Pour 5 € par mois, vous avez accès
à des centaines enfin à 150 podcasts inédits et plus maintenant 150 ou 160 podcasts inédits. Et c'est des podcasts qui ne sont pas ni sur YouTube, ni sur notre chaîne Odyssée, ni nulle part ailleurs. Et très souvent dans les podcasts abonnés, on va extrêmement loin. Et c'est 5 euros par mois et ça nous permet donc de déjà maintenir notre site, d'acheter les livres pour faire notre recherche. Ça nous permet aussi d'aller sur le terrain, rencontrer les témoins. Ça nous permet d'organiser nos conférences en présentiel, etc. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, un abonnement à notre site est une excellente façon de nous soutenir. Et c'est 5 euros par mois, donc c'est vraiment le prix, le prix d'une pinte de bière en gros. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire à notre site, vous pouvez découvrir le podcast abonnement de la semaine sur notre chaîne Odyssée pour 2 dollars. Pourquoi dollars? Parce qu'Odyssée ne prend pas les euros. Odyssée parle en dollars puisque c'est une plateforme américaine. N'hésitez pas aussi à découvrir notre chaîne Odyssée. Vous découvrirez tous nos podcasts sur notre chaîne Odyssée, que ce soit les podcasts abonnés ou les podcasts au-delà de l'illusion depuis les 6 derniers mois. Donc, n'hésitez pas à aller ou sur notre chaîne Odyssée ou sur notre site pour découvrir l'intégralité de notre travail. Et puis, n'hésitez pas à partager ces podcasts s'ils vous intéressent. Voilà. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Et aujourd'hui, le podcast est consacré au lien entre phénomènes paranormaux, notamment au lien entre apparition de fantômes, notamment cryptozoologie et présence non humaine. Alors, dans le domaine de l'étude paranormale, il faut savoir que beaucoup de chercheurs vont mettre les différents phénomènes dans différentes catégories. Par exemple, pour la plupart des chercheurs de paranormal, toutes les abductions sont liées à des entités non humaines. Toutes les apparitions de fantômes sont liées à des décédés. Et toutes les apparitions de cryptides sont liées à des formes de vie terrestres inconnues, à des animaux inconnus. Et c'est vrai à un niveau. Certaines apparitions de fantômes sont très clairement des décédés authentiques, des âmes errantes, mais il n'y a pas que ça. D'autres apparitions de fantômes sont liées aux mémoires des murs qui enregistrent des événements, notamment des événements violents, et ces événements peuvent être rejoués en présence d'une personne médium ou non. Ça, c'est lié à la nature même de notre réalité qui fonctionne comme une réalité holographique, qui fonctionne comme une espèce de simulation construite par des entités sans âme. D'autres apparitions de fantômes sont liées au glissement du temps et à d'autres timelines, puisque comme présent, passé et futur n'existent pas, très souvent, puisque le temps est issu des technologies des entités sans âme, très souvent il y a des déplacements du temps et on peut se retrouver dans le passé ou dans le futur de cette timeline pendant quelques instants et parfois même des gens peuvent se perdre dans le temps littéralement. Ou bien on peut se retrouver dans d'autres timelines et ça explique certaines apparitions de fantômes. Par exemple, dans la maison des Perron, donc le cas de hantise des Perron
c'est un cas de hantise qui a été, sur lequel Paul Hinault et les Warren ont enquêté au début des années 70. Et dans ce cas de hantise, il y avait à la fois la présence d'entités non humaines, d'entités démoniaques qui se faisaient passer pour des fantômes, mais il y avait aussi des phénomènes de manipulation du temps et de la timeline par ces entités. Un jour, Madame Perron est rentrée prendre son petit déjeuner dans sa salle à manger, et là, elle voit des gens en habit 19e siècle. Et les gens en habit 19e siècle voient Madame Perron. Donc, elle prend peur des gens en habit 19e siècle, et les gens en habit 19e siècle prennent peur en voyant Madame Perron, qui était habillée en habit des années 70. Des années plus tard, elle a compris que ce qu'elle avait vu n'était pas des esprits, n'était pas des fantômes ni des entités, mais était un phénomène de glissement dans le temps. Donc, en gros, elle s'est retrouvée au 19e siècle et les gens du 19e siècle se sont retrouvés pendant un bref instant à notre époque. Parfois, les gens restent coincés dans le temps, ce qui explique certaines disparitions mystérieuses. Et il y a aussi des fantômes qui sont des entités non humaines qui se font passer pour des personnes mortes, qui se font passer pour des décédés. Et c'est sur cela que l'on va travailler aujourd'hui dans ce podcast. Et on fera après l'aspect cryptozoologie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entités non humaines sont extrêmement manipulatrices. Donc on verra ça en détail dans notre podcast sur la fausse lumière. On verra aussi qu'il y a une manipulation au niveau des 5 sens, au niveau du cirque, de tout ce qu'on voit à la télévision. On verra qu'il y a beaucoup de fausses lumières. Et donc on n'y reviendra pas dans ce podcast. Et ces entités, notamment, peuvent manipuler en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et tout cela explique qu'il y a beaucoup de personnes qui voient des entités sans âme, des entités non humaines dans des grandes villes, par exemple, et que d'autres personnes ne vont pas voir ces entités non humaines. Pourquoi? Parce que les entités non humaines, par leur technologie et en manipulant la perception, peuvent modifier leur apparence pour se faire passer pour des humains normaux. Et sous certaines conditions, elles peuvent reprendre leur forme habituelle, c'est-à-dire une forme de type reptilien, de type gris, de type insectoïde, etc. Et parfois, elles peuvent aussi, si elles veulent qu'une personne les voie, bloquer leur manipulation de la perception de la personne pour que la personne voit l'entité telle qu'elle est. Et ça explique certains cas de shape-shifting. Et les entités jouent comme ça, elles jouent à modifier leur apparence et à se camoufler. Ce camouflage se fait soit en modifiant notre perception, soit en modifiant leur apparence. Et ça s'explique par la nature même de la réalité. La réalité fonctionne comme une simulation, et dans une simulation, celui qui contrôle la simulation peut modifier l'apparence de son personnage. Donc, c'est exactement pareil pour les entités. Quand elles rentrent dans notre réalité, elles peuvent modifier leur apparence en modifiant l'hologramme autour d'elles, ou bien elles peuvent modifier la perception des gens pour prendre un aspect humain. En tout cas, il n'y a rien de métaphorique dans le shape-shifting, il n'y a rien de métaphorique dans cette notion d'entité parmi nous. C'est une réalité absolue. Il y a de la possession, mais ça va bien au-delà de la possession. C'est un phénomène physique, c'est un phénomène qui est lié à la nature de cette réalité, à la nature manipulatrice des entités et au fait que les entités sont capables de manipuler
et de contrôler nos perceptions. Donc ça, c'est une réalité absolue. C'est quelque chose qui existe absolument, qui fait partie de cette réalité. Et dans de nombreux cas d'apparition de fantômes, pas dans tous, encore une fois, puisque c'est multifactoriel, une personne va penser voir un fantôme alors qu'elle voit une entité sans âme qui se fait passer pour un fantôme. Et comment on peut distinguer entre une apparition de fantôme authentique, dans le sens quand le fantôme est un esprit de personne décédée, et entre une entité sans âme qui se fait passer pour un fantôme? Tout d'abord, quand une personne voit une âme errante, il y a un vampirisme psychique, ça c'est clair, mais le vampirisme psychique est beaucoup moins grand. Les âmes errantes peuvent vampiriser, elles peuvent posséder partiellement, mais la personne gardera toujours une forme de libre arbitre et une grande partie de sa personnalité originale, alors que une entité va vampiriser de manière extrêmement forte et posséder totalement la personne et de manière progressive. Donc déjà, quand une personne voit un fantôme authentique, il y a un vampirisme léger, mais il y a un vampirisme qui est beaucoup moins grand que quand une personne voit une entité sans âme qui se fait passer pour un fantôme. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui voient des entités chez elles qui sont harcelées par des entités. Et beaucoup de ces gens vont aller chez des médiums et tout ça. Et les médiums vont leur dire qu'il y a des morts, qu'il y a des morts chez eux et tout ça. Alors effectivement, il peut y avoir des esprits des morts, mais dans la plupart des cas, sauf si c'est une personne psychopathique, les esprits des morts les esprits des morts restent identiques à ce qu'ils étaient quand ils étaient vivants, même s'ils sont des âmes errantes. Pourquoi? Parce que la manipulation se poursuit dans le monde des morts. On reste manipulé dans le monde des morts par nos croyances, par les entités non humaines. On garde aussi les mêmes traits de caractère. Donc, si une personne décédée était vraiment méchante, elle ne deviendra pas gentille au moment de son décès. Et si une personne décédée est gentille au moment de son décès, elle ne deviendra pas méchante au moment de la mort. Donc, si par exemple, on habite dans la maison de sa grand-mère décédée et qu'on voit une entité, ça peut être la grand-mère. Et si c'est vraiment la grand-mère qui ne sait pas qu'elle est morte, les gens verront la grand-mère, il y aura parfois des craquements, parfois une certaine fatigue parce qu'il y a quand même un vampirisme de la part de ces entités, mais il n'y aura rien de plus. Il n'y aura pas de conséquences négatives en plus. Et ça ne conduira pas, dans la plupart des cas, la personne à aller voir un médium. Par contre, si c'est une entité sans âme qui se fait passer pour la grand-mère et qui est là pour harceler la personne, là, la personne ressentira des effets. Il y aura un vampirisme extrêmement fort. Il y aura très souvent il y aura très souvent de la fatigue extrême qui va crescendo parce que les entités sans âme, quand elles vampirisent, elles prennent l'énergie vitale et ça peut aller jusqu'à la mort de la personne. Beaucoup de personnes qui ont des morts subites sans explication médicale, pour moi, c'est des entités qui ont vampirisé toute leur énergie vitale. Donc ça va extrêmement loin. Ou bien les entités se feront passer pour la grand-mère décédée et elles pourront essayer de communiquer avec la personne ou directement si la personne a des dons de médium ou indirectement par l'intermédiaire
de supports comme la table Ouija et tout ça. Et au début, l'entité sera plutôt positive et imitera la grand-mère parce que les entités peuvent imiter des personnes décédées. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Elle imitera la grand-mère, ses tics de langage et tout ça. Et elle donnera des prédictions à la personne, mais aussi des détails de la vie de la personne que seule la grand-mère décédée pouvait connaître. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Puis au fil du temps, l'entité deviendra de plus en plus méchante, de plus en plus violente, et la personne aura de plus en plus des sensations d'angoisse, des sensations de peur, de plus en plus de pensées intrusives, et ça peut aller très loin, ça peut aller littéralement jusqu'à tuer la personne ou à rendre malade la personne, parce qu'on a affaire vraiment à des entités qui sont prédatrices, à des entités qui se nourrissent littéralement de la destruction de l'humain. Donc, beaucoup de gens, et c'est ça la tragédie, ne se rendent même pas compte qu'ils sont attaqués par une entité. Et, et très souvent, oui, penseront que tout cela, ça peut s'expliquer rationnellement par la science mainstream, alors que ça ne peut pas s'expliquer parce que la science mainstream a été tronquée, ou ils penseront qu'ils ont affaire à l'âme errante de la grand-mère. Donc, ils iront voir, ceux qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de paranormal, iront voir un médium. Si le médium a du discernement et n'est pas manipulé par la fausse lumière, il verra que c'est une entité et pourra alors aider la personne à vibrer au-delà de l'entité et à quelque part augmenter sa vibration pour être de moins en moins attaqué par l'entité. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle pour ça. Un médium peut donner une impulsion, mais après, c'est à la personne de faire le travail en vibrant au-delà de l'entité. Et c'est ce qu'a compris Paul et Benigno quand ils ont affaire à des entités parasites comme ça qui se font passer pour des fantômes. Ils aident la personne, ils font ce qu'il faut pour éloigner l'entité, mais après, ils font en sorte que la personne fasse un travail sur elle pour vibrer au-delà de l'entité en se créant son propre bonheur dans le quotidien. Et ensuite, ils organisent des soirées fou rire et tout ça pour que la personne reste dans un état vibratoire élevé, pour que l'entité ne revienne pas. Parce que nous, on a une connexion divine, on peut élever nos vibrations quasiment à l'infini, alors que les entités sans âme n'ont pas de vibration divine, donc elles ne peuvent pas élever leurs vibrations au-delà d'un certain seuil. Donc ça nous donne un avantage sur elles. Ça fait qu'en se créant son propre bonheur, et on peut finir par créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, où elles ont beaucoup moins d'impact sur nous en tout cas. Donc si c'est un médium compétent et qui a du discernement, et malheureusement il y en a une minorité, il reconnaîtra qu'il y a des entités et puis il aidera la personne à faire ce qu'il faut. Par contre, si c'est un médium qui est manipulé par les entités de la fausse lumière et qui n'a pas de discernement, le médium le médium dira ah ben je perçois l'âme de votre je perçois l'âme de votre grand-mère autour de vous et tout ça. C'est elle qui est responsable de tout ce que vous vivez et tout ça. Et puis, il dira, ben moi, je peux faire partir votre grand-mère, je peux la faire rejoindre la lumière et, et tout ira bien. Et si c'est vraiment la grand-mère, donc ça va, la grand-mère rejoint la lumière. Mais si c'est une entité qui se fait passer pour la grand-mère, là, c'est vraiment dramatique parce que le médium va faire partir l'entité ou croire qu'il a fait partie l'entité et l'entité sans âme, donc c'est en général des entités de type reptilien, djinn, démon, archonte, gris insectoïde qui jouent avec les personnes, qui jouent à vampiriser les gens,
l'entité l'entité va faire semblant de partir. Donc pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, la personne aura du répit. Et puis ensuite, l'entité attaquera de plus belle. Et avec toutes les conséquences, vampirisme, problèmes de santé, et ça peut aller jusqu'à la mort et à des maladies comme des cancers et tout ça, parce que ces entités tuent. C'est pas comme dans les films où il y a un exorciste ou un médium qui vient, qui se bat avec les entités, puis qu'après tout est beau et tout est rose. Non, ces entités s'accrochent et ces entités tuent. Parce qu'on a affaire à des entités qui sont physiques. Certes, ces entités sont sur un plan différent d'une autre, elles viennent des interunivers, donc elles ont une physique différente de la nôtre, mais sont des entités physiques. Donc ces entités se comportent littéralement comme des tueurs en série. Et s'il y a un tueur en série dans la maison, euh, toutes les prières, tout la simagrée, tout ça de certains exorcistes, ça ne fera rien contre le tueur en série. Et pour l'entité, c'est un petit peu pareil. Et ça, c'est vraiment dramatique. Je pense que les gens ne comprennent pas le danger et la détestation qu'ont ces entités vis-à-vis des humains. Donc, les conséquences vont toucher non seulement la personne, mais aussi le médium, parce que le médium, il pense faire partir l'entité dans la lumière, et l'entité va manipuler la perception du médium pour lui faire croire qu'elle est partie dans la lumière. Mais en fait, comme l'entité maîtrise la nature de la réalité, elle peut à la fois s'inclure autour de la personne, autour de la personne qui habite dans la maison, qui est hantée, mais elle peut, par l'entité, mais elle peut aussi s'inclure mais elle peut aussi s'inclure autour du médium, puisque ces entités viennent des interunivers où la physique est différente de la nôtre, donc elles peuvent s'inclure à plusieurs endroits dans dans cette fausse création. C'est relativement difficile à expliquer, mais elles peuvent s'inclure à plusieurs endroits. Par exemple le vético, qui est lié à ces entités sans âme, qui est lié aux pensées intrusives des entités sans âme, est selon Paul Lévy un phénomène non local. Non local, ça veut dire qu'il peut s'inclure à plusieurs endroits de la réalité, tout simplement parce que ces entités viennent d'une dimension différente de la nôtre. C'est lié à la nature même de cette réalité. Donc l'entité peut continuer à cibler la personne et ces entités n'arrêtent pas jusqu'à la destruction complète de la personne. Donc la destruction complète, c'est le syndrome du contacté, c'est le vampirisme physique et psychique, c'est les pensées intrusives. Les entités génèrent aussi des disputes. Si la personne est en couple, par exemple, les entités font tout pour séparer la personne ciblée et son époux ou son épouse, et ensuite elles commencent à détruire le travail, la santé, jusqu'à littéralement détruire et parfois tuer la personne. Et après, si elles séparent la personne de son mari ou de sa femme, elles attaquent le mari ou la femme parce qu'elles divisent pour régner. Ça, c'est tout le travail d'Ève Lorgan. Mais ce qui est dramatique, c'est que ces entités commencent à attaquer le, le médium. Et là, où elles vont se mettre à vampiriser le médium et le détruire par les pensées intrusives, donc détruire son travail, détruire son couple, détruire sa santé, et puis ensuite le détruire totalement, voire le tuer, ou bien elles vont faire ça de manière plus subtile. Elles vont dire, elles vont se faire passer pour la grand-mère et elles vont dire au médium, merci de m'avoir fait passer de l'autre côté. Maintenant, pour te repayer de ça, je vais devenir ton guide spirituel. En réalité, c'est une entité sans âme. Et là, de fil en aiguille, les entités sans âme vont leurrer le médium à consentir à elle en se faisant passer
pour des guides spirituels jusqu'à ce que le médium soit possédé partiellement ou totalement par ces entités. Et sur des possessions totales, il y a des personnes qui sont dans des réseaux sataniques, qui font des pactes littéralement avec des entités sans âme et qui sont possédées totalement, mais il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec ces réseaux abjects, mais qui sont des médiums, mais qui ont peu de discernement et qui se font avoir par des entités sans âme, qui se font passer pour des guides décédés ou des guides spirituels, par exemple. Et ça, c'est dramatique parce que il y a des passeurs d'âme, par exemple. Et il y a des passeurs d'âme qui ont du discernement. Et ça, justement, j'ai discuté longuement ce matin avec un passeur d'âme qui a du discernement, qui sait distinguer entre les décédés authentiques et les entités sans âme. Mais pour un passeur d'âme qui a du discernement, il y en a 10 ou 15 qui n'ont pas de discernement. Et si un passeur d'âme n'a pas de discernement, il se fait très souvent leurrer par des entités sans âme. Parfois, il fait passer des vrais décédés, mais parfois, il fait passer des décédés, entre guillemets, qui sont en réalité des entités sans âme. Et ces entités sans âme vont vampiriser le passeur d'âme et parfois elles vont tourner autour du passeur d'âme en se faisant passer pour des âmes errantes dont la transition n'a pas réussi ou des guides et tout ça et vont finir par posséder ou vampiriser le passeur d'âme. Et ça peut aller jusqu'à la possession totale, ça peut aller jusqu'à la destruction du passeur d'âme. Et c'est pour ça que beaucoup de médiums et de passeurs d'âme sont dans un état pitoyable parce qu'ils se font leurrer par des entités non humaines à penser qu'ils ont affaire à des décédés, alors qu'ils ont affaire, dans de nombreux cas, à des entités sans âme qui les détruisent totalement. Par exemple, il y a le cas de quelqu'un qui a fait appel à des passeurs d'âme, donc qui étaient du reste bienveillants, mais qui étaient très dans la fausse lumière, très manipulés par le New Age et tout ça, pour nettoyer leur maison, où il y avait très clairement des entités. Et les personnes qui ont fait appel à ces passeurs d'âme, rien n'a été nettoyé. Pendant un certain temps, ces personnes ont cru que la maison avait été nettoyée, mais ensuite les phénomènes de type poltergeist, mais aussi les phénomènes de vampirisme, les problèmes de santé ont repris de manière exponentielle et, malheureusement, les passeurs d'âme sont tombés malades et littéralement parce qu'ils ont été vampirisés par ces entités non humaines qui se faisaient passer pour des décédés. Et des cas comme ça, on a reçu énormément de témoignages de cas comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement tragique. Donc, encore une fois, beaucoup de personnes ont vraiment affaire quand ils voient des fantômes à des décédés ou à des mémoires des murs ou à des glissements de temps, mais encore plus de personnes ont affaire à des entités sans âme qui se font passer pour des fantômes et les conséquences sont dramatiques. Et très souvent, les entités sans âme font cela en jouant avec les croyances de la personne. Si la personne est branchée fantôme, les entités sans âme se feront passer pour des fantômes. Si la personne est branchée religion, les entités sans âme se feront passer pour des personnages religieux. Si la personne est branchée cryptozoologie, par exemple, les entités sans âme se feront passer pour des cryptides. Alors, avant de passer justement à la cryptozoologie, il y a des cas qui ont été rapportés par des hypnothérapeutes de pointe
où certaines amérantes sont reprises par des entités sans âme et sont utilisées par des entités sans âme pour vampiriser. Et là, c'est vraiment dramatique parce que c'est des amérantes authentiques, mais qui sont utilisées par des entités sans âme qui sont utilisées par des entités sans âme pour vampiriser, pour détruire d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dramatique parce que même un passeur d'âme ou même un médium qui a du discernement se fait avoir puisque l'amérante est authentique, mais elle est utilisée, téléguidée à distance par des entités sans âme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment énormément de discernement dans tout ce domaine de la médiumnité. Et c'est pour ça que les chasses aux fantômes sont à la mode et tout ça. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, qu'il faut faire avec beaucoup de discernement. Il faut vraiment comprendre que tous les fantômes ne sont pas des fantômes, mais que c'est des entités sans âme qui se font passer pour des fantômes et qu'il y a aussi des amérantes qui sont court-circuitées par des entités sans âme. Donc, il y a certains hypnothérapeutes comme Nathalie Knepper et tout ça qui ont bien compris cela. Donc, c'est vraiment, vraiment écouter ce qu'elle a à dire sur cela. Après, bien évidemment, ces hypnothérapeutes vont faire croire que l'hypnose, c'est la solution miracle pour chasser les entités et tout ça, alors que ce n'est pas ça du tout. Mais il y a des choses qui sont valables, notamment le fait que les entités non humaines court-circuitent des décédés. Donc, je vous invite quand même à vraiment écouter ce que ces hypnothérapeutes ont à dire. Donc, maintenant, alors en ce qui concerne la cryptozoologie, c'est pareil, il y a énormément de manipulation de ces entités non humaines. Donc, il y a certaines apparitions de cryptides qui sont liées, notamment des cryptides de type humanoïde, comme les Bigfoot, les Bretous en France, dont j'ai fait du reste un podcast. Ces cryptides sont liés à des humanités parallèles. Autrement dit, il y a plusieurs humanités parallèles qui sont issues de modifications génétiques différentes par des entités non humaines. Et ces humanités parallèles qu'on peut appeler certains Bigfoot, certains Yeti, certains Bretous, certaines apparitions de fées, de lutins et tout ça, sont une réalité. Il y a des humanités parallèles qui vivent parmi nous, et ces humanités parallèles, elles nous fuient, elles sont hostiles parce qu'elles ont peur de nous. Et à un niveau, c'est vraiment justifié. Ces humanités parallèles ont compris qu'il y avait cette manipulation des entités sans âme, même si elles restent manipulées, elles ont quand même compris qu'il y a cette manipulation et que notre humanité, l'Homo sapiens sapiens, est extrêmement manipulée par ces entités non humaines. Donc, elles essayent de nous fuir. Et ces humanités parallèles ont gardé certains pouvoirs psychiques, organiques, notamment des capacités d'invisibilité, des capacités aussi de se déplacer extrêmement vite et tout ça. Et ces humanités parallèles ont une intelligence qui est identique ou supérieure à la nôtre. Ça explique par exemple qu'aux États-Unis, Tom Lyons rapporte que des gens ont entendu des Bigfoot parler entre eux un langage structuré. Bien évidemment, les témoins ne comprenaient pas le langage, mais le langage des Bigfoot était structuré. Les témoins savaient que c'était un langage structuré. Et d'ailleurs, il y a un énorme tabou face à cette humanité parallèle. David Paulides a montré que beaucoup de témoignages de Bigfoot étaient trafiqués
pour les faire passer pour des gigantopithèques, pour des singes, autrement dit, alors que beaucoup de Bigfoot ont une apparence quasi humaine, ou en tout cas une apparence entre l'homme et le singe. Et tout cela est trafiqué pour qu'ils aient une apparence simiesque dans de nombreux témoignages. Et il y a beaucoup de cryptozoologues qui sont impliqués dans cela. Pourquoi? Parce que cette théorie de l'humanité parallèle remet tout en question et ça dérange les sociétés secrètes et le système de contrôle des entités sans âme. Mais cette humanité parallèle, c'est un fait. Et d'ailleurs, il y a plusieurs humanités parallèles, comme en témoigne le livre de Marie Rocca. J'ai fait d'ailleurs un podcast YouTube sur cela et je ne vais pas y revenir dessus. Mais quand une personne rencontre des représentants de cette humanité parallèle, la rencontre est souvent brève. Très souvent, les représentants de cette humanité parallèle ont peur et fuient. Parfois, ils peuvent être hostiles, ils peuvent même enlever des humains, non pas par méchanceté, mais parce qu'ils ont peur. Et ça explique du reste certaines disparitions mystérieuses. Mais dans la plupart des cas, l'entité, enfin l'humain parallèle, les représentants de cette humanité parallèle vont fuir. Et mis à part ou une peur ou un émerveillement, il n'y aura pas d'autres conséquences pour l'humain suite à cette rencontre. La personne qui aura vu ça sera ou émerveillée ou effrayée, mais ça s'arrêtera là. Et par exemple, il y a une jeune fille qui était en colonie de vacances en Savoie dans les années 90, si ma mémoire est bonne, et qui a eu une rencontre avec un bretou. Elle a été émerveillée par sa rencontre, mais il n'y a pas eu de conséquences délétères. Simplement, il y a eu un blackout total. Les gens de la colonie de vacances euh, ont été, ont été plus ou moins menacés. En gros, les moniteurs et tout ça, quelqu'un leur a dit de se taire, de ne rien dire. Ils ont dit aux enfants de ne rien dire. Et c'est souvent le cas parce que cette notion d'humanité parallèle dérange, qui explique que David Paulides, qui a bien compris ça, a reçu de nombreuses menaces parce que ça dérange, ça remet en question beaucoup de théories, ça remet en question le darwinisme, le scientisme et énormément de choses. Pourtant, ces humanités parallèles sont un fait. Et il y a des représentants de cette humanité parallèle en France et en Europe, c'est les Bretons, c'est certaines fées, c'est certains représentants du petit peuple. Après, il y a des cryptides il y a des cryptides qui sont des, des entités qui viennent de galeries souterraines. Certains Bretons le sont. J'ai fait une enquête avec Nag, donc de la chaîne Nag avec Nag, et elle s'est penchée sur les Bretons du Val-Gaudemar et elle a fait le lien entre Bretons et entité de la Terre creuse dans un état modifié de conscience. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant les conclusions auxquelles elle est arrivée. Là aussi, quand il y a des rencontres avec ces entités issues des galeries de la Terre creuse, les conséquences ne sont pas mauvaises pour le témoin, sauf si les entités prennent peur ou enlèvent la personne parce qu'elles ont peur aussi d'être découvertes. Mais en général, il n'y a pas de conséquences et la personne va ressortir effrayée ou émerveillée de la rencontre et ça s'arrête là. Donc, certains cryptides sont clairement des représentants d'une humanité parallèle. D'autres cryptides, en revanche, sont des animaux inconnus. Il y a par exemple, il y a par exemple il y a par exemple eu des cerfs qui ont été découverts récemment au Vietnam. En 2019, un naturaliste
américain a redécouvert une tortue qui était censée être éteinte aux îles Galapagos, et ce n'est pas des grandes îles, donc on voit qu'il y a des animaux inconnus un petit peu partout qui sont découverts. Donc beaucoup de cryptides sont des animaux inconnus. Par exemple, il y a énormément de personnes qui ont vu des dinosaures, notamment dans le Midwest américain, le monstre du Loch Ness et tout ça. Et ça, c'est des animaux inconnus qui sont liés à des timelines synthétiques qui ont été greffés dans notre réalité. Je n'y reviendrai pas dessus. D'autres cryptides sont des animaux qui sont censés être éteints, mais qui en réalité continuent à subsister dans des endroits très reculés. Par exemple, en Australie, le thylacine, le tigre de Tasmanie, est censé être éteint depuis les années 30, mais de très nombreuses personnes continuent de voir le tigre de Tasmanie, en Australie. Et ce ne sont pas des touristes, ce sont des connaisseurs du terrain, des randonneurs, des naturalistes et tout ça, qui connaissent le terrain, qui connaissent la faune locale et qui rencontrent très souvent des tigres de Tasmanie. Donc ça, c'est des animaux qui sont présentés comme éteints, mais qui ne sont en fait pas éteints. Donc il y a énormément d'animaux inconnus et ça explique certains cryptides. Mais d'autres cryptides sont liés aux entités sans âme. Un des exemples, certains de ces cryptides sont liés à des modifications génétiques d'entités sans âme. Et parfois, de modifications génétiques faites par le CMI en collaboration avec les entités sans âme ou grâce ou à cause de technologies liées aux entités sans âme, parce qu'il y a eu de nombreux accords entre entités sans âme et le CMI, notamment des accords à la fin du 19e siècle, dans les années 30, notamment avec une certaine société secrète absolument abominable qui a dominé l'Allemagne des années 30 et qui est une des plus puissantes de nos jours. Et puis, il y a eu d'autres accords qui ont été passés avec les Américains et les Soviétiques dans les années 50 et 60. Et il y a une collaboration entre entités sans âme et complexes militaro-industriels qui se poursuit. Donc, le CMI utilise très souvent les technologies des entités sans âme. Et par exemple, il y a eu des apparitions de chupacabras à Porto Rico et en Amérique centrale. Et certaines de ces apparitions de chupacabras sont, selon le feu Tony Dodd, un des meilleurs ufologues anglais, liés à des laboratoires secrets qui utilisent des technologies issues de transferts de technologies par des entités non humaines et qui pratiquent des modifications génétiques comme du clonage, la mise en place de chimères et tout cela. C'est lié à la breakaway civilization, c'est lié à toute cette nébuleuse du CMI et tout ça, c'est lié en gros, c'est lié en gros à cette collaboration avec les entités non humaines. Et selon Tony Todd, certaines apparitions du Chupacabra étaient liées à ces créatures qui sont des chimères issues d'humains génétiquement modifiés avec de l'ADN d'entités sans âme et avec de l'ADN animal. Après, il y a un autre type de Chupacabra qui est une créature inconnue, un hybride entre loup et coyote ou une forme de vie inconnue. Mais il y a des Chupacabras qui sont responsables de mutilations animales qui sont liées à des expérimentations génétiques menées par certains laboratoires secrets contrôlés par le CMI et qui utilisent des technologies d'entités non humaines, mais aussi d'expérimentation génétique menée par les entités non humaines elles-mêmes. Et ces expérimentations génétiques menées par les entités non humaines, elles remontent à la mise en place de la fausse création. Par exemple,
il y avait dans l'ancien temps, dans les textes apocryphes, les Néphilim, qui étaient issus de croisements entre anges déchus et humains. Les anges déchus, c'est les entités sans âme, et les croisements, c'est les modifications génétiques. Les Néphilim, c'était des hybrides génétiquement modifiés d'humains qui mélangeaient de l'ADN d'humains et de l'ADN d'entités sans âme. Les hybrides liés aux programmes d'abduction qui sont en train d'infiltrer notre société sont quelque part des formes de vie inconnues, quelque part une humanité parallèle, mais qui est liée aux expérimentations génétiques des entités sans âme et qui sont, elles, des entités sans âme au sens propre du terme, qui travaillent avec les entités sans âme. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Rien à voir avec les humanités parallèles dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est des entités sans âme qui ont quelques gènes humains pour leur donner une apparence humaine, mais qui sont des entités sans âme, qui ont beaucoup de gènes d'entités sans âme et de l'ADN synthétique. Et ces entités sans âme sont en train d'infiltrer l'humanité et sont capables de rentrer dans l'esprit des gens et de manipuler l'esprit des gens, voir tout le travail du docteur David Jacobs. Donc, il y a aussi des programmes de super soldats qui sont menés dans des laboratoires secrets ou qui sont menés directement par les entités sans âme. Et là aussi, certains super soldats ont des gènes d'entités sans âme ou des gènes d'animaux qui sont incorporés dans leur ADN. Donc, quelque part, ce sont des humains génétiquement modifiés. Ce sont même des humains génétiquement modifiés. Donc, il y a énormément de ces super soldats qui commencent à témoigner. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à écouter certains de leurs témoignages. C'est un truc vraiment hallucinant. Prenons l'exemple du dogman. Il y a certains dogmen qui sont très clairement des créatures inconnues qui ont une grande intelligence et qui fuient l'homme. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis, et qui ont été signalés un petit peu partout dans le monde. D'autres dogmen sont liés à des phénomènes de shape-shifting, puisqu'il y a des humains qui incorporent, qui sont possédés par des entités de type reptilien. Il y a aussi des entités de type reptilien qui prennent forme humaine et qui peuvent modifier leur forme, mais il y a d'autres types d'entités qui ont des apparences d'animaux et tout ça, qui peuvent ou posséder les humains ou modifier leur forme. Et certains dogmen sont liés à ce genre d'entités, d'où les histoires de loups-garous et tout ça, qui sont absolument basées sur des faits réels, qui sont basées sur des apparitions de dogmen authentiques, de créatures inconnues, et sur ce phénomène du shape-shifting. Donc ça, c'est clair. Il y a d'autres dogmen aussi qui pourraient être issus des mondes des intelligences artificielles que l'on nourrit par Internet, basiquement, et qui possèdent leurs propres créatures. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'astral virtuel. On l'a appelé ça dans certains de nos podcasts et dans un futur livre qui devrait bientôt sortir. On parle de cette notion d'astral virtuel qui est liée au monde des intelligences artificielles que l'on nourrit à chaque fois qu'on va sur les réseaux sociaux, d'où l'utilisation intelligente d'Internet. Il faut absolument utiliser Internet intelligemment pour nourrir le moins possible les intelligences artificielles et pour justement, par exemple, transmettre une information, recevoir une information et parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, mais pas utiliser Internet à tout bout de champ comme le font beaucoup de gens, sinon on nourrit le monde des intelligences artificielles. Et
certains dogmens peuvent être issus de ces mondes des intelligences artificielles. C'est le cas des rampants blancs et d'entités de type Slenderman. On n'y revient pas dessus ici parce qu'on a fait de nombreux podcasts sur le sujet. D'autres entités de type dogmen sont aussi des tulpas, des formes pensées qui se matérialisent. Mais il y a des entités de type dogmen qui sont très clairement liées à des modifications génétiques. Par exemple, il y a eu une apparition de dogman près de Carpentras et il y a 2 ans, on est allé sur le lieu de l'apparition du dogman. Et en fait, le lieu est situé sur une route qui monte vers une montagne. Et comme l'a dit le témoin, le lieu est totalement fermé. C'est une forêt qui est fermée officiellement à cause d'une pollution du sol. Donc on était allé et on n'a pas du tout pu aller sur le lieu de l'apparition. Donc on était un petit peu dégoûté et on a décidé de continuer sur cette route parce que le paysage en lui-même est très très beau, un paysage provençal typique entre montagne et Provence, c'est proche du Ventoux et tout, donc c'est une région absolument magnifique. Donc on a continué sur cette route et on s'est rendu compte que la route menait au niveau du plateau de l'Albion. Or, au niveau du plateau de l'Albion, il y a une base qui était tenue par le CMI et des entités non humaines, qui continue d'être tenue par le CMI et des entités non humaines, qui a été plus ou moins exposée au public par le feu et regretté et génial Jimmy Gueux. Et cette base continue d'être active et selon NAG, cette base est très utilisée pour faire des recherches sur le Black Goo. Mais il y a très probablement aussi des expérimentations génétiques et le dogman peut être une de ces chimères issues de modifications génétiques ou faites par le CMI avec des technologies d'entités sans âme ou directement par les entités sans âme. Enfin, certains cryptides sont des entités sans âme qui prennent la forme de cryptides et qui font cela pour littéralement nous vampiriser et jouer avec nous tels des pions. Il y a des gens, par exemple, qui sont tombés malades suite à des apparitions de Bigfoot et qui ont eu tout qui s'est détérioré dans leur vie suite à des apparitions de Bigfoot. C'est le cas de ce chasseur américain. Donc, en 2020 ou 2021, il y avait un Américain qui faisait, une chasse, je ne sais plus à quoi, au cerf ou quelque chose comme ça. Et cet Américain monte dans un arbre pour repérer autour de lui. Et là, il voit un Bigfoot. Donc, il est étonné. Bien évidemment, il ne veut pas tirer. Il est vraiment étonné par ce qu'il voit. Donc, tout doucement, il descend de l'arbre et le Bigfoot s'enfuit. Et ce chasseur va se mettre à suivre le Bigfoot, pas pour le tuer, mais parce qu'il était complètement émerveillé par ce qu'il voyait. Il n'avait pas peur ni rien. Par radio, il signale à son fils qui était avec lui, fiston, j'ai vu Bigfoot et tout ça, je lui pars après. Il part après le Bigfoot, il traque le Bigfoot et il voit le Bigfoot grimper une espèce de clôture et il le perd de vue. Donc, il regarde autour de la clôture et là, il voit des poils du Bigfoot. Il prend les poils de Bigfoot et décide de les garder. Et après, il parle, après, il parle de sa rencontre avec le Bigfoot sur une radio internet. Et Bill Bean
Donc un exorciste américain était, était en train d'écouter cela, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus exactement comment c'est passé. Enfin, peu importe. Ça arrive aux oreilles de Bill Bean, et Bill Bean, ou non, c'est Bill Bean qui faisait une émission, et ce chasseur a appelé l'émission pour témoigner de, pour témoigner de sa rencontre avec le Bigfoot. Donc, Bill Bean ne sentait absolument pas cela du tout, et donc il décide de voir ce chasseur. Et Bill Bean, n'oublions pas, est un exorciste qui a certes une perspective chrétienne par rapport à tout ça, mais qui a aussi énormément de discernement par rapport à tous ces phénomènes paranormaux. Donc il descend voir ce chasseur. Et le chasseur lui dit que depuis sa rencontre avec le Bigfoot, tout est allé mal dans sa vie. Sa femme l'a quitté, des gros problèmes de santé qui ont conduit à son hospitalisation, énormément de problèmes financiers et tout ça. Tout est allé mal dans sa vie. Et il dit, et Bill Bean lui demande, avez-vous gardé quelque chose de votre, de votre rencontre avec le Bigfoot? Et là, le chasseur montre les poils de Bigfoot qu'il a recueillis. Et là, Bill Bean ressent que c'est quelque chose de démoniaque. Donc, Bill Bean fait ce qu'il faut, un exorcisme. Après, Bill Bean, qui a bien compris la nature aussi de ces entités, dit à ce chasseur de faire un travail sur lui, de se créer son bonheur dans le quotidien pour vibrer au-delà des entités. Et puis, il suit régulièrement ce chasseur, et les choses ont commencé à s'améliorer doucement, mais sûrement suite à l'exorcisme et suite à la prise de conscience et au travail sur lui qu'a fait le chasseur en se rendant compte qu'il avait eu affaire à une créature, non humaine. Et là, pour moi, ce chasseur a eu affaire à une entité sans âme qui s'est fait passer pour un Bigfoot, et qui ensuite s'est fixé sur ce chasseur, a commencé à le vampiriser, à le manipuler par des pensées intrusives pour le détruire financièrement, pour détruire son couple et pour détruire sa santé. Et ça d'autant plus qu'il avait retrouvé des poils du Bigfoot, et ça c'est pas anodin, ça a été voulu par l'entité, et ces poils de Bigfoot étaient un lien qui symboliquement renforçait tout cela, puisque ça liait le chasseur à cette entité non humaine. Et ça aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques si ce chasseur n'avait pas témoigné à l'émission de Bill Bean. Donc voilà un petit peu le genre de rencontres avec des cryptides qui se font passer, avec des cryptides qui ne sont pas des cryptides, mais qui sont des entités sans âme se faisant passer pour des cryptides. Si c'est un cryptide classique, il n'y a aucune conséquence après la rencontre. Je ne dis pas que le cryptide n'attaquera pas, mais une fois que la rencontre est finie, il n'y a pas de conséquence, si ce n'est un émerveillement ou si ce n'est une frayeur de la part du témoin, mais il n'y a rien d'autre. Si le cryptide n'est pas un cryptide, il y a très souvent le témoin de cryptide va être attaqué par l'entité qui se fait passer pour un cryptide. Et c'est aussi valable pour les cryptides qui sont des chimères génétiquement modifiées. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés d'une manière ou d'une autre par des entités sans âme, puisque ces chimères génétiquement modifiées sont contrôlées par des entités sans âme, ce qui explique que des gens qui ont vu des chupacabras génétiquement modifiés, mais des dogmens génétiquement modifiés, ont eu beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de couple, des problèmes aussi de sommeil, des problèmes financiers. C'est absolument typique du syndrome c'est typique du syndrome du contacté. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi les entités sans âme se font passer
pour des fantômes ou des cryptides et pourquoi elles se font passer pour d'autres créatures paranormales sur lesquelles on viendra dans notre webinaire sur la fausse lumière. C'est certainement pas pour faire avancer leur plan. Leur plan, vous le connaissez, et on voit que ce plan avance quand on regarde le cirque de la politique, le cirque de l'actualité. Ce plan, c'est le phagocytage de l'âme, c'est le transhumanisme et tout cela. Mais là, on voit que c'est bien au-delà du transhumanisme. On voit que les entités sans âme se faire passer pour des cryptides, jouer avec les croyances des gens ou des personnages religieux, ça n'a absolument rien à voir avec leur plan. On voit qu'il y a un paramètre au-delà du plan. Et pour moi, ce paramètre, c'est le jeu. Les entités sans âme jouent littéralement avec nous. Et le jeu des entités sans âme, ça consiste à nous vampiriser. Ça consiste littéralement à nous détruire. Elles jouent comme des tueurs en série à manipuler nos croyances. Elles jouent aussi à générer des croyances et elles jouent littéralement à nous détruire. Donc, on peut penser que beaucoup d'entités, beaucoup d'entités sans âme qui se font passer pour des fantômes ou des cryptides le font pour jouer avec nous un jeu pervers, un jeu abominable où elles utilisent nos croyances et des faits réels parce qu'il y a des fantômes réels, des cryptides absolument réels aussi qui font partie de cette réalité, qui sont des âmes errantes, qui sont des âmes inconnues et elles jouent avec cela, avec les fantômes authentiques, les cryptides authentiques, elles jouent avec ces croyances qui sont basées sur des faits réels puisque les fantômes existent, les fantômes authentiques existent, les cryptides authentiques existent absolument, c'est une certitude, et les entités jouent avec des faits réels pour nous manipuler par rapport à ça. Donc elles se font passer pour des fantômes, elles se font passer pour des cryptides. Et ensuite, elles vont jouer sur nos peurs pour se nourrir, parce que quand une personne voit un fantôme, la personne va très souvent avoir peur, donc ça va nourrir les entités sans âme. Quand une personne voit un cryptide, elle va avoir peur et ça va nourrir les entités sans âme. Donc elle joue sur nos peurs pour se nourrir. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Parfois aussi, elle joue avec notre naïveté. Par exemple, si les entités sans âme se présentent comme une âme perdue à un passeur d'âme, si le passeur d'âme n'a pas de discernement, elles vont jouer avec sa naïveté pour le leurrer à consentir à elle. Et ça peut aller jusqu'à la possession totale. Les entités sans âme peuvent aussi faire cela tout simplement pour jouer avec nous. Et elles se font passer pour des cryptides ou des fantômes pour ensuite rentrer dans le champ éthérique du témoin, pour ensuite créer un lien avec le témoin, pour ensuite manipuler le témoin via des pensées intrusives, via le vampirisme, via aussi, via aussi un espèce de jeu sur sa perception et sur ses croyances. Et le but de cette manipulation, c'est la destruction du témoin. Et on peut se demander si les entités ne voient pas la Terre comme une espèce d'arène, de terrain de jeu absolument abominable, où elles jouent avec nous et où elles font des espèces de paris pour savoir qui sera détruit en premier. Et là, on peut faire un rapprochement avec le ciblage en réseau, où on voit littéralement que les entités jouent un jeu absolument abominable et pervers avec les personnes ciblées. Et pour conclure tout cela, ça explique que quand on fait une recherche paranormale, il faut avoir beaucoup de discernement parce que certes, il y a des phénomènes paranormaux qui sont authentiques dans le sens où ils sont ce qu'ils sont. Il y a des fantômes qui sont vraiment des fantômes, des cryptides qui sont vraiment des cryptides, mais il y a certains phénomènes paranormaux qui sont, qui sont des manipulations d'entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas.
d'où l'importance d'avoir énormément de discernement parce qu'il y a énormément de manipulation de la part de ces entités sans âme. Et le but de ces entités sans âme, quand elles manipulent, c'est de jouer avec nous un jeu pervers pour nous détruire, pour nous vampiriser. Et c'est pour cela que c'est très important, particulièrement quand on est dans cette recherche, de faire individuellement et collectivement un travail sur soi pour se créer son propre bonheur dans le quotidien et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'on vibre au-delà des entités sans âme, puisqu'on peut élever nos vibrations quasiment à l'infini, alors que les entités sans âme qui n'ont pas de connexion divine ne peuvent pas élever leurs vibrations au-delà d'un certain seuil. Et ça, c'est pour qu'on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour qu'on crée une réalité humaine incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast d'au-delà de l'illusion et de notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine et à très bientôt.